Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui j'ai fixé la caméra sur un arbre, ça tiendra comme ça tiendra. Et je vais vous parler un petit peu du Bushido. Alors je vais essayer de remettre la caméra un petit peu plus en avant, ce qui n'est pas du tout facile. Parce que je voulais le faire en marchant, mais ça pose un problème. Ok, en attendant, j'ai pris 2-3 photos. Alors, pourquoi je parle du Bushido? Parce que je commence à en avoir vraiment marre, tu vois, des budokas de salon, quoi, comme on dit. Hein. Et je vais vous parler un petit peu... Oula, sur quoi je marche. On va deviner sur quoi je marche, les amis. Voilà, quand on se promène dans les bois, là, ce qu'on trouve. Donc, j'ai marché dessus. Voilà, on découvre. Donc, il y a un petit fil là, je ne sais pas ce que c'est. Alors, je vais vous dire un texte que j'ai fait parce que comme ça, ce sera net et définitif. Parce que j'en ai vraiment marre. Je vous assure que c'est débile. Les gens qui se prennent, ils sont français. Peut-être qu'ils n'ont pas eu de papa, peut-être qu'ils sont métissés, peut-être je ne sais trop quoi, ils ne savent pas où ils sont, ils ne savent pas qui ils sont, ils n'ont pas de culture et tout, et ils ont décidé d'être des samouraïs, quoi. Je veux dire, il faut arrêter de jouer aux jeux vidéo et se prendre pour des personnages de jeux vidéo. Surtout avec l'histoire de Yasuke, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, le soi-disant samouraï noir qui n'a jamais été samouraï, qui a été, bien que samouraï veut dire serviteur, quoi. Voilà, c'était juste un domestique qui a été donné comme ça, comment dire... par un prêtre à Nobunaga, comme on aurait donné un guépard ou un singe ou un faucon. Vous voyez, à l'époque, c'est ce qu'on faisait, quoi. Il n'a jamais combattu, etc., etc. Tout ça, c'est des conneries. Ça a été fait par rapport à une thèse qui a été complètement faussée d'un type complètement mythomane qui est parti au Japon. Et il n'y a pas si longtemps que ça, il a fait un truc. Alors évidemment, tous les afrocentristes se sont emparés de son bouquin. Et ils disent, mais c'est marqué, c'est vrai puisque c'est marqué dans le bouquin. Et à partir de là, les afrocentristes, ils vont vous dire que tous les Japonais étaient africains, que tous les, je sais pas moi, les Russes étaient africains, que tous les Chinois étaient africains, enfin bref. Non mais voilà. Ok, donc je vous donne mon texte tel qu'il est, les amis. Pour les adorateurs du Bushido, qui sont persuadés pratiquer un art martial ancestral japonais et s'identifient en tant que samouraï. Alors c'est pour les mecs qui font du MMA, du jiu-jitsu brésilien, voire du jiu-jitsu de la fédération de judo, voire du karaté. Tous ces gens-là n'ont jamais connu de samouraï, toi. Jigoro Kano n'a jamais vu de samouraï, Funakoshi n'a jamais vu de samouraï. Voilà, bon, je parle même pas de Ueshiba puisqu'il est encore plus jeune, hein, donc... Je rappelle que Funakoshi est mort en 57, l'année de ma naissance, et donc il n'y avait plus de samouraï depuis 1870. Et il n'est pas mort à 110 ans, donc il n'a jamais pu croiser un samouraï ou s'entraîner avec. Voilà. Alors je rappelle que c'est Inazo Itobe, un Quakers japonais, chrétien, marié à une américaine, grand admirateur de l'Occident, qui vivait aux États-Unis, qui a écrit le célèbre livre Bushido, l'âme du Japon. C'était en anglais, il a écrit en anglais, à destination des Occidentaux, en 1900. Je rappelle que les samouraïs ont disparu en 1870 et que lui avait vécu dans une communauté de Quakers, donc de chrétiens, à Hokkaido, donc très loin du centre du Japon, qui n'a jamais vu de samouraï et que il a tout inventé, quoi, quelque part. Alors les lettrés japonais n'ont découvert ce Bushido que vers 1908. Quand je parle des lettrés, c'est-à-dire des personnes assez calées, parce que comme chez nous à l'époque, en 1908, il y avait une bonne partie qui savait ni lire ni écrire, hein, parce que le pays était surtout peuplé de paysans, et voilà, surtout de paysans, quoi. Je vous rappelle qu'en 1977, quand je suis arrivé à Mont-de-Marsan pour faire mon service militaire, il y avait, je crois que à la Noire, la compagnie de combat, une chambre entière de ch'tis qui parlaient à peine le français, qui me disaient « Chircono, titi le maracoin ».
est-ce que je ne comprenais pas ce qu'il me disait, et qui ne savait ni lire ni écrire, quoi. Régiment d'élite de la France, hein, quand même. 6e RPIMA. Hein. Régiment, comment on va dire, semi-disciplinaire et opérationnel. Enfin, je dis ça, je dis rien. Donc, c'est surtout vers 1938 que la population japonaise le découvre vraiment, parce qu'entre-temps, ils ont eu le temps d'apprendre à lire, ça c'est clair, et surtout, ça a été écrit par un romancier assez célèbre qui a traduit ce livre-là, quoi. C'était beaucoup plus populaire à l'époque. Donc 1938, presque 100 ans après la disparition des samouraïs. Alors, ce sont surtout les ultramilitaristes et nationalistes japonais, et les dirigeants nazis aussi, qui ont adulé ce livre-là, Bushido, et fait la promotion de l'esprit Bushido, en tant qu'âme du Japon. C'est-à-dire le japonais, en anglais ça s'appelait Bushido Soul of Japan, donc Bushido, l'âme du Japon, mais les Japonais ont traduit Yamato Damashi, c'est-à-dire Bushido, Yamato Damashi, c'est-à-dire l'âme du Japon. Sauf que l'âme de ce livre qui a inspiré cette traduction Yamato Damashi, c'est un cri de ralliement officiel pour les forces armées japonaises dans la Seconde Guerre mondiale, d'après les historiens de l'époque. Hein. Les connotations nationalistes et racistes du japonais Yamato Damashi, c'est-à-dire de cette expression-là, sont comparables au Ehrenvolk, race supérieure allemand. C'est pour ça que les nazis adoraient le livre Bushido, l'esprit de sacrifice pour le chef, etc. quoi. Et Scout aussi aimait bien ce livre-là. Baden-Powell aimait bien. Donc en 2024, il est sain de sortir du Japon des cartes postales du japonisme de la fin du 19e siècle et des erreurs du néo-japonisme de 1945 à 1975, pour enfin étudier sérieusement l'histoire de ce grand pays aux mille richesses et surtout se passionner sur le sens et l'origine de son écriture afin de restituer le vrai sens des mots que nous utilisions parfois. Comme je dis, quelqu'un qui cherche Budo dans un dictionnaire, il va tomber sur raisin. Tu vois, Budo, hein, le Budo, on va dire la voie martiale, c'est pas ce que l'on nous dit, quoi. Tu vois, c'est pas judo, aikido, karaté, quoi. Alors, on nous dit oui, mais quand même, il y avait des valeurs morales et tout. Bon. On parle des valeurs morales du judo. Bon, ok, Jigoro Kami, ami de Coubertin, encore un occidentaliste, si vous voulez, explique dans ses mémoires d'avoir créé le judo en grande partie à partir de luttes occidentales, hein, pioché dans des livres et codex de la bibliothèque d'une église hollandaise à Tokyo. Hein. C'est dans son livre, hein, vous cherchez le livre de, je ne sais pas si c'est Judo ou la vie de Jigoro Kano, c'est ça dans ses mémoires. Hein. Donc il a fait ça pour obtenir un sport occidentalo-compatible, voyez. Donc et développer une image positive du Japon en retard sur la société occidentale. Le tout de manière avouée pour faire aimer le Japon et ouvrir le commerce de par le monde, d'où les modes du japonisme de la fin du 19e siècle, hein, ça prouve qu'il a marché, ça a bien marché, hein, et le néo-japonisme de 1945 en 1975. Pour les valeurs du karaté, développées au Japon dans le monde par Ryoshi Sasakawa, hein, qui était président de la WAKO, hein, World All Karate Organization, qui fut criminel de guerre, grand Oyabun, hein, le plus grand chef yakuza de tous les temps, ça sent plutôt le blanchiment de l'argent, de la drogue, des jeux et de la prostitution, par des compétitions, par ceci, par cela. Enfin bref. Donc on me dit, pourtant ils avaient bien un code d'honneur. Non, chaque clan avait ses propres règles. Donc en fin de compte, si vous allez au Japon et vous demandez quelles sont les règles du budo ou la voie du budo, on vous dit rien, ça n'existe pas. Par contre, si vous dites, je voudrais savoir quelles furent je sais pas moi, les règles du clan, voilà, vous donnez le nom d'un clan, ils vont dire, oui d'accord, ça on connaît, parce que à telle époque ces règles c'était comme ça, à telle époque les règles étaient comme ça, à telle époque les règles étaient comme ça. Vous voyez, ça c'est marqué, on le sait. Chaque shogun aussi donnait des règles du genre qu'il fallait mieux dormir par terre pour un guerrier parce que ça endurcissait, se laver à l'eau froide, enfin des trucs comme ça, tu vois. Il y avait vraiment des règles. Mais en général, souvent on confond le Bushido avec le Buke Shohato ou avec un autre livre qui est comment il s'appelle, très connu aussi,
Et hop ça. Un tic. Ah bah dis donc. Avec Kiligaki, là, enfin, je vous le dirai tout à l'heure, là je suis perturbé par les chiens qui aboient. Voilà, donc oui, chaque dojo, pas dojo, chaque clan avait ses propres règles, propres à son clan. Hein. C'est sûr que les clans qui vivaient près de la mer n'ont pas les mêmes, règles que ceux qui vivaient dans la montagne ou ceux qui vivaient surtout dans la ville, etc. Quoi. Donc on pense surtout à Agakure. Vous voyez, c'est Agakure Kiligaki, qui a été écrit par Yamamoto. Bon, c'est pareil, hein, ce mec-là n'a jamais connu de samouraï. Il a écrit ce bouquin presque 100 ans après les dernières guerres. Hein. Il n'y a pas eu de guerre. Hein. Il n'y a pas eu de guerre à l'époque où il a écrit ce livre. Hein. C'était un chargé aux écritures, c'est-à-dire un samouraï, c'est-à-dire fonctionnaire chargé aux écritures, peut-être un comptable. Hein, et il a écrit ce livre-là, certainement, d'après ce que l'on comprend, en interrogeant des gens qui étaient à la retraite dans des monastères. Parce que souvent les samouraïs étaient à la retraite dans des monastères, comme ici à Saintes, on a des curés, on a des maisons pour les curés, etc., pour les maisons de retraite. Voilà. Donc, le Bushido n'est pas le Hagakure et n'est pas le Bukeshowato. Mais on pense quand même que Nitobe a pioché un petit peu là-dedans. Il a pioché dans tout. Hein. Ça a été prouvé. Il a pioché dans la Bhagavad Gita, dans la Bible, évidemment, puisqu'il a été élevé avec la Bible. Hein. Voilà, dans les codes de chevalier, voilà, il a fait croire que les samouraïs c'était des chevaliers, c'était les mêmes choses. Alors le Bukeshowato, hein, édité entre 1615 et 1710, donc toujours en temps de paix, hein, parce qu'il n'y a pas eu de guerre après 1600, on va dire, à l'intention des daimyo, donc des seigneurs, par le shogunat Tokugawa, donc en temps de paix, voilà. On trouve des règles concernant les interactions sociales entre les daimyo, les samouraïs et les gens du peuple. Des règlements sur comment on devait tailler les uniformes, les mariages, il ne doit pas se marier avec des gens du peuple, la construction de châteaux, le recrutement de bureaucrates compétents, donc de nouveaux samouraïs, les activités appropriées au rang de samouraï, ne pas aller là où il y a des gens du peuple, aller dans des restaurants ou dans des spécialisés où on reçoit des samouraïs, dans les hôtels pareil. Mais ça n'a rien à voir avec le Bushido de Nitobe, issu des mythologies gréco-latines et des règles des chevaliers chrétiens. N'oublions pas que Nitobe a été élevé par des Quakers, vivait aux États-Unis et était marié à une américaine Quaker. Donc il est baigné entièrement dans la chrétienté. Alors, il y a beaucoup de légendes modernes, hein. On nous parle de plein de choses, comme je parlais d'Yasuke, des machins comme ça, c'est vraiment moderne, hein. C'est des trucs du XXe siècle. Hein. La néo-japanisation des années 45-75, avec les films de Kurosawa, les mangas, les BD, les expos sur les peintres Okusa, Yutagawa, Tohaku, Kitagawa, etc., les dessins animés de Miyazaki, Tezuka et autres mangaka sont bien parvenus à nous faire apprécier le Japon. Donc c'est très bien, c'est ça. Moi j'adore le Japon. Une certaine idée du Japon. Encore une fois, quand vous regardez par exemple les Japonais quand ils veulent représenter des Français, c'est comme les Américains quand ils veulent représenter des Français dans leurs films. Ils ont toujours un t-shirt de marin, tu vois, un béret, un foulard rouge, ils ont une clope et il y a quelqu'un qui joue de l'accordéon et Edith Piaf à côté, quoi. Ça, c'est les chasseurs, ça. Voilà. Donc ce que je répète, c'est que ce Japon carte postale n'a jamais existé. Les temps décrits dans le Bushido, les machins comme ça, n'existent plus pour les Japonais et en plus n'ont jamais existé, quoi. Et encore jamais existé pour nous. Donc arrêtons de nous prendre pour des samouraïs en adulant le Bushido, le Hagakure ou je ne sais quoi. Je répète, chaque clan avait ses propres règles. Alors... donc là, il y a quelqu'un, ouais, d'accord, ok, je regarde, hein. Là, je donne des précisions sur le Bukeshowato. Hein. Alors, en 1868, c'est un texte, je l'ai retrouvé dans mes textes, ça c'est un texte qui doit dater de 2010. Hein. En 1868, à l'occasion de la restauration Meiji, qui veut dire le pouvoir éclairé,
dit Meiji Jidai. Le peuple japonais fut officiellement divisé en 5 catégories. Les Kozoku, proches de la famille impériale, les Kazoku, anciens daimyo et nobles, les Shizoku, anciens samouraïs, parce qu'il n'y avait plus de samouraïs, hein, les Sotsuzoku, anciens ashigaru et soldats, donc la piétaille, hein, les mousquetaires, ceux qui avaient des mousquets, et les Einin, donc les gens du commun, les Heimin. Le nom de samouraï n'était plus utilisé depuis 30 ans, puisqu'il portait le titre de Shizoku, lorsque parut en 1905 un livre ayant pour titre Bushido, la voix du samouraï, dont l'auteur était le romancier Nitobe Inazo, qui est mort en 1933. C'est l'exemple parfait d'une mystification des informations réussies, effectuant des études aux USA où il s'était converti aux Quakers, secte chrétienne invitant à trembler devant Dieu. L'auteur avait écrit cette fiction, comme il le dit lui-même dans l'introduction, en s'inspirant de cas isolés qui lui avaient été contés dans sa jeunesse. Partant de ces cas d'exception célèbres, il inventa un code d'honneur qu'il nomma Bushido et donna à l'ensemble des samouraïs toutes les vertus susceptibles de faire reconnaître la culture du Japon comme hors norme. En fin de compte, c'est juste pour redorer l'image du Japon. Alors, dans les critiques que j'avais vues, une de mes premières vidéos parlait de ça, d'ailleurs, il me semble que je lisais ces premières critiques, il était expliqué, donc c'est un texte de 1910, hein, je crois, il était expliqué que quand il était aux États-Unis, dans sa confrérie de chrétiens, Quakers, quelqu'un lui avait demandé est-ce que les Japonais ont pas des statuts, mais ont un code comme les 10 commandements chez les chrétiens. Est-ce qu'ils ont des commandements qui font que ils sont droits, ils sont honnêtes, des trucs comme ça, quoi. Et là, Nitobe, il savait très bien que non, parce que sinon on lui aurait dit, quoi. Donc il a voulu créer une espèce de code qui faisait des samouraïs l'équivalent pratiquement des chevaliers chrétiens qui prêtaient allégeance à Dieu, à l'Église et au roi, et puis au peuple, hein, donc pour protéger le peuple. Sauf que ça n'a jamais existé avec les samouraïs. Déjà, samouraï veut dire serviteur, quoi. Samouraï, ça veut dire serviteur, et ils sont passés, donc Shizoku, au statut de fonctionnaire, hein, tout simplement, par la suite. Samouraï, ça veut dire employé, tu vois. Samu, c'est le service. Donc serviteur. Pour ça, quand on vous dit que Yasuke était un samouraï, celui qui allait laver les chiottes était aussi un samouraï, c'était un serviteur, quoi, tu vois. Voilà, donc tout ça pour remettre un petit peu en place, si vous voulez, dans la rectitude historique de tous ces gens qui sont à plat ventre devant le Bushido, qui dans leur dojo mettent, je sais pas moi, Judo Bushido Club ou Karaté Bushido Club ou je ne sais trop quoi comme conneries, comme les Yamabushi Club, des machins comme ça. C'est faux, c'est faux. Les Yamabushi n'ont jamais été des guerriers de montagne. Yamabushi désignait au Japon toutes les personnes qui étaient associables, c'est-à-dire tous les kassos, hein, et les moines qui dormaient dans les montagnes. Voilà, Yamabushiru, le verbe bushelu veut dire se cacher, se tapir ou bien dormir. Dans le cadre des moines, il y avait les Kanbushi, ceux qui dormaient dans la plaine, Kan, et les Yamabushi, ceux qui dormaient dans la montagne. Mais pour les Japonais, quand on parle de Yamabushi en général, c'est ce qu'on appelle les Inin. Les Inin, c'est tous les non-humains, c'est-à-dire tous ceux qui étaient tatoués, c'est-à-dire les Yakuza, et surtout les criminels ont tatoué, on faisait des barres sur les bras. Pour une barre, ça veut dire qu'il a été arrêté une fois, une deuxième barre qu'il a arrêté 2 fois. Voilà. Donc ne se tatouer que la pègre, si vous voulez, les cassos, les repris de justice, et puis tout ce qu'on appelait les non-humains, quoi, qu'on disait aussi Yamabushi, puisqu'ils allaient se cacher dans les montagnes. On le voit, ça a été retransmis assez bien dans certains films de Ogami no Ito, le loup et l'enfant, où justement, à un moment, il cherche une femme tatouée et il va dans la montagne, dans une espèce de, non pas de village, mais d'endroits fortifiés où se cachent justement tous les criminels, etc. Regardez l'histoire de l'école Togakure, où un guerrier va dans la montagne, à Togakushi, justement, pour se cacher après une bataille, parce qu'il ne s'est pas fait harakiri, quoi, tu vois.
Donc beaucoup de guerriers justement qui ne s'étaient pas fait harakiri allaient se cacher dans les montagnes, devenaient des ronins bien sûr, mais aussi des bandits, des assassins, des bandits de grand chemin, des mercenaires, ou bien des kabuki no mono, c'est-à-dire des espèces de personnages extravagants. Voilà. Donc pensez à tout ça. Bushido est une invention, les amis. Alors, beaucoup d'élèves m'offrent le livre Bushido, Hagakure, ou des choses comme ça. C'est complètement faux. Je vous rappelle, par exemple, que la pierre et le sabre et la parfaite lumière d'Eiji, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a écrit donc sur Miyamoto Musashi, c'est une fiction. Tu vois, c'est-à-dire que il n'y a pas beaucoup d'écrits sur Miyamoto Musashi. C'est comme l'histoire, encore une fois, de Yasuke. Yasuke, vous avez 4 lignes, je crois, dans toute l'histoire du Japon, quoi. Dans tous les écrits que l'on peut trouver au Japon, il y a eu 4 lignes décrites là-dessus. Et c'est pour ça que je veux dire, une sorte de mythomane romancier est parti au Japon et a inventé toute une histoire sur Yasuke, comme quoi il était aux côtés de Nobunaga, qui lui avait sauvé la vie dans les batailles, alors que Nobunaga lui-même était assis au QG des officiers et attendait que des navettes, hein, ce qu'on appelle les navettes, viennent leur dire ce qui se passait durant la bataille, quoi, tu vois. C'est un petit peu comme Napoléon qui prenait le thé avec Wellington et tout ça pendant des batailles, quoi. Donc là, le principe, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que Nobunaga n'a pas combattu pendant ces périodes-là, et certainement pas avec Yasuke à ses côtés, qui lui aurait sauvé la vie. Donc tout ça, c'est des mensonges. Sauf qu'il y a un moment, il faut arrêter, de se prendre pour le samouraï, de croire tout ce qu'on lit, et d'arrêter de refuser de croire la vérité. Vous avez des chercheurs, vous avez des gens qui très calés sur la vraie histoire des arts martiaux, hein, comme Jean-Charles Juster. Vous avez Pierre-Henri Souiri, je crois que c'est, je ne sais pas si c'est Pierre-Henri ou Pierre quelque chose, mais Souiri, qui est le numéro 1, on va dire, en France sur l'histoire du Japon. Il a écrit Le Monde à l'envers, la véritable histoire du Japon, ou la nouvelle histoire du Japon, des choses comme ça. Ça vous met une claque, hein, les amis. Hein. Puis vous avez mes livres, hein, mes livres Le secret des ninjas, qui vous expliquent ce que sont vraiment les ninjas, comment ils vivaient, etc. Bon. Voilà, donc le Hagakure n'a jamais servi aux Japonais, et encore moins aux samouraïs. Le livre Hagakure, par exemple, ça a été écrit et donné on va dire, au lettré d'un clan, au seigneur d'un clan, et lui, il a mis quelque part dans les réserves, et je crois que c'est quand ils ont refait au début du XXe siècle, vers là, quand ils ont refait la maison du clan, qu'ils ont retrouvé le livre Hagakure, quoi. Enfin, les écrits Hagakure, Kirigaki. Donc ça veut dire qu'il faut arrêter de croire que tous les samouraïs du Japon, avaient accès à ce livre-là, et les 3/4 des Japonais ne savaient pas lire ni écrire, donc ne pouvaient pas avoir accès à ça. Et donc aucun code général pour l'ensemble des Japonais ne pouvait exister. C'était des petites provinces différentes avec leur façon de s'habiller différente, leurs écoles d'arts martiaux différentes. Voilà, encore une fois, on ne se bat pas dans la montagne comme on se bat dans la marine. Sinon, c'est comme en France, il y a l'aviation, il y a la marine, il y a les parachutistes, il y a les groupes commandos. Dans un groupe commando, il y a un groupe feu et un groupe de soutien. Maintenant, il y a des drones, il y a des destructeurs de drones. Tout ça, c'est pas les mêmes missions, et tout ça, c'est pas les mêmes personnes qui sont capables de le faire. Même si en France, il y a peut-être une personne sur 2 ou 3 qui pourront jamais être utiles à l'armée. Comme disait Robert Kennedy Jr., aux États-Unis, il y a 75% des ados qui ne peuvent pas faire l'armée parce qu'ils sont autistes, obèses, diabétiques, amputés, et ils ne peuvent pas. Donc maintenant, il y a les drones. Voilà, donc faut se faire. Le véritable art martial, maintenant, c'est les drones. Bon, les amis, je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que je n'ai pas été trop long. Et à très bientôt.
j'espère.